Bien, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Moi, je suis ravi de vous voir dans un autre contexte que les nombreuses conférences auxquelles nous avons participé ensemble l'année dernière dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire. J'ai en effet l'honneur de vous accueillir ce jour pour la présentation d'un nouveau guide produit par la Fédération Sinov, un guide qui va vous permettre demain d'identifier vos interlocuteurs dans le cadre d'une négociation d'un accord d'entreprise, le processus de négociation d'un accord selon vos interlocuteurs et selon votre effectif, et enfin, tout bonnement, 3, de pouvoir négocier un accord d'entreprise adapté à votre structure et à vos spécificités. Juste peut-être un point logistique avant, je vous invite à couper votre micro le temps de la présentation, et à l'issue de la présentation, de toute manière, il y aura des échanges, un question-réponse. C'est donc avec plaisir que je vais pouvoir, justement, à l'issue de cette présentation, vous transmettre le guide sur la négociation collective produit par la Fédération Sinov. Il sera naturellement téléchargeable sur le site internet de la Fédération ou à disposition sur demande sur l'adresse mail social@sinov.fr. Alors, ce guide n'a pas été produit par hasard. Ce guide a été produit parce que c'est à travers nos différents échanges et notre accompagnement dans le cadre du service social de Sinov que nous avons pu identifier ce besoin, votre besoin de pouvoir construire des accords qui prennent en compte les spécificités de votre entreprise. Nous tentons toujours, de toute manière, de prendre en compte le maximum de spécificités lorsque nous négocions au niveau de la branche, mais qui de mieux placé que vous pour construire l'accord qui, Ouais, moi demain, j'aime bien leur bureau. va réglementer et adapter les règles du travail et les accords de branche aux spécificités et aux besoins de votre entreprise. Yanné, s'il te plaît, si tu peux couper le micro des personnes qui malheureusement oublient de couper leur micro. Malheureusement, ce n'est pas moi qui ai les droits là-dessus. Ah, ok. Je vais donc vous présenter brièvement ce guide, et pas dans son intégrité, puis nous tentons de répondre avec Maître Hayat ici présent au téléphone, que je remercie de sa présence, à quelques questions à l'issue de la présentation. Alors, avant d'évoquer avec vous le contenu du guide, je vous présente la programmation des webinaires sur le premier semestre 2021, que vous voyez à l'écran. Nous avons travaillé ce plan avec Maître Hayat. Je suis désolé, il y a un écho. Nous avons créé ce plan avec Vianney et Maître Hayat qui va animer avec la Fédération ces webinaires pour travailler sur les points qui, en droit social, nous semblent les points que vous rencontrez le plus et qui génèrent, selon nous, le plus de risques juridiques. Donc, comme je vous l'ai indiqué, nous avons rédigé ce guide. Il y a une raison, c'était pour vous accompagner dans la négociation d'un accord d'entreprise, ça c'est la forme, mais sur le fond, nous savons que vos besoins de négociation se portent en majorité sur les règles relatives au temps de travail. J'entends par là la réglementation sur les heures supplémentaires, sur l'accès au forfait jour, sur le forfait heure. C'est donc les thèmes que nous allons voir dans le cadre de ces webinaires. À titre d'exemple, régulièrement, je sais que vous êtes parfois surpris d'apprendre que vous pouvez fixer vous-même des conditions d'accès pour vos salariés aux modalités de forfait jour, plus simples, plus souples que celles qui sont prévues dans l'accord de branche de 99, jugées légitimement peut-être trop compliquées à atteindre, notamment en termes de rémunération. Et donc, c'est quelque chose que vous pourrez faire demain avec un accord d'entreprise. Je ne peux donc que vous inviter à suivre ces prochains webinaires pour être certain de construire un accord d'entreprise conforme à la réglementation. Pour les plus pressés, de toute manière, le service social de Sinov est bien sûr toujours à votre disposition. Vous retrouverez la programmation des webinaires sur le site internet de la Fédération. Alors, passons à la slide suivante, oui, pour contextualiser le sujet. Le droit à la négociation collective s'appuie sur un principe constitutionnel issu du préambule de la Constitution de 1946, qui est le suivant: tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail. Il faut entendre par délégués les délégués syndicaux. De ce principe, il est traditionnellement admis que la négociation collective a deux fonctions:
Premièrement, la négociation collective va permettre de déterminer les conditions de travail d'un groupe de travailleurs couverts par une convention signée dans le cadre d'une négociation libre et volontaire entre les deux parties, donc ce qu'on va appeler l'accord d'entreprise. Et deuxièmement, cet accord va permettre aux employeurs... Il y a un écho, je suis désolé. Va permettre aux employeurs et aux travailleurs de définir les règles et les ententes des relations qu'ils vont entretenir. C'est comme si les salariés, en fait, et les employeurs s'entendaient afin de mettre en place leur propre code du travail en fonction de leurs intérêts respectifs dans l'entreprise. Donc, en soi, la négociation collective n'a que deux finalités. Donc, soit tout se passe bien et on aboutit à la signature d'une convention, ce qu'on appelle l'accord d'entreprise, soit on n'aboutit pas à la signature d'une convention et il y a alors le constat de désaccord. Alors, je vais également vous parler d'un point très méconnu, mais chaque année, la commission paritaire de négociation de la branche, ce qu'on appelle la CPPNI, produit un rapport dressant un état des lieux des accords conclus par les entreprises de la branche. Ce rapport a permis, depuis quelques années, de constater que les évolutions législatives relatives à la négociation d'entreprise, qui datent pour les plus récentes de 2017, avec ce qu'on appelle plus communément les ordonnances Macron, ont eu pour conséquence deux grandes tendances. La première tendance, c'est que les modes de conclusion des accords d'entreprise se sont diversifiés et les signataires potentiels ont été de plus en plus nombreux. Avant, on avait juste les DS, désormais, il y a le référendum d'entreprise et il y a la possibilité de mandater un salarié, même non élu. Cela a donc été un peu révolutionnaire dans l'histoire de la négociation collective. Et d'autre part, la seconde tendance, c'est que les ordonnances Macron ont conféré à l'accord d'entreprise une place de plus en plus importante en raison du bouleversement des règles relatives à la hiérarchie des normes. Donc, plus de moyens pour négocier, d'un côté, donc, notamment pour les TPE, PME qui, avant, n'avaient pas accès au référendum, et de l'autre, l'accord qu'elles réussiraient de négocier a une valeur supérieure à des normes qui, historiquement, étaient supérieures. Par exemple, l'accord de branche. Donc, nous pouvons notamment voir sur le schéma présenté que les accords analysés dans le fameux rapport CPPNI ont été conclus pour 65% d'entre eux dans des entreprises de moins de 50 salariés et pour 35% d'entre eux dans des entreprises de 50 salariés. On met en perspective cette statistique avec la statistique suivante, c'est-à-dire que les entreprises de moins de 50 salariés représentent plus de 90% des entreprises de la branche. On peut donc en conclure une autre tendance, c'est que plus une entreprise a une taille importante, plus elle va avoir tendance à négocier et signer son propre accord d'entreprise. Ce n'est pas une surprise. Mais cet accord d'entreprise, lui, va pouvoir déroger à des règles que d'autres entreprises se doivent de respecter, parce qu'elles n'ont pas d'accord d'entreprise. Il y a potentiellement un avantage en termes d'organisation du temps de travail qui peut se dessiner grâce à ces accords. Néanmoins, on a aussi pu constater que chaque année, le nombre d'accords conclus dans les entreprises de moins de 50 salariés était en constante augmentation, preuve que les entreprises, en tout cas de moins de 50 salariés, utilisent de plus en plus les armes à leur disposition. Par exemple, sur l'année 2019, la proportion d'entreprises de moins de 11 salariés ayant négocié un accord est plus élevée de 10 points de pourcentage, donc c'est une forte augmentation par rapport à l'année précédente. C'est donc un bon signe pour les TPE. Passons à la slide suivante. Un point essentiel que je viens brièvement d'évoquer sur la hiérarchie des normes. L'articulation traditionnelle entre les accords d'entreprise et les accords de branche interprofessionnels reposait et a reposé pendant très longtemps sur un ancien principe appelé le principe de faveur. Ce principe de faveur prévoyait qu'en présence de plusieurs accords applicables, un accord d'entreprise, un accord de branche, un accord interprofessionnel, ayant le même objet, il convenait d'appliquer la disposition la plus favorable aux salariés. Et je sais que c'est un principe qui demeure un peu qui est encore très très présent dans les esprits des entreprises. Donc à la suite de nombreuses réformes, il y a eu 2004, 2016 et surtout 2017 avec les ordonnances Macron, ce principe
le principe de faveur n'est plus applicable à ce jour. Désormais, il y a une nouvelle répartition des rôles entre la branche et l'entreprise autour de 3 blocs. Nous avons le premier bloc, donc le bloc, ce qu'on va appeler le bloc 1, qui va regrouper 13 matières, qui sont toutes, bien entendu, citées dans le guide, et dans lesquelles l'accord de branche est impératif. Il y a par exemple D'accord, ok, très bien. Mais, je vous attends. les minima sociaux, les classifications, ou encore les règles relatives au régime de santé et prévalence. Donc, bloc 1, 13 thématiques, accord de branche qui prévaut sur le reste. Nous avons le bloc 2, qui ne recense que 4 matières très spécifiques, dans lesquelles l'accord de branche a un caractère impératif seulement s'il le prévoit. Donc, s'il ne prévoit rien, il n'a pas de caractère impératif. Et le bloc qui nous intéresse le plus, ici dans le cadre de la présentation, c'est le bloc numéro 3. Le bloc 3, lui, est constitué de toutes les matières dans lesquelles l'accord d'entreprise prévaut. Et en réalité, vous l'aurez compris, dès qu'un thème n'est pas cité dans le bloc 1, l'accord d'entreprise prime et peut déroger, parce que du coup, le thème est dans le bloc 3. Donc, il peut déroger même dans un sens moins favorable pour les salariés à ce qui est prévu. Donc, ce bloc 3 est la notion la plus importante, c'est le bloc le plus large. Il y a tout le reste, il y a tout ce qui n'est pas cité dans le bloc 1 et dans le bloc 2, ce qui n'est pas réglementé. Donc, c'est un thème très, très large. C'est un bloc très, très large. Les dispositions de l'accord d'entreprise que vous négocierez dans ce bloc, qu'ils soient conclus avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord de branche, avant ou après, hein, c'est très important, prime sur celles ayant le même objet. Donc, si vous avez déjà un accord et que demain la branche négocie, si vous avez déjà un accord télétravail par exemple, et que demain la branche décide de négocier un accord télétravail, bah, c'est votre accord qui va s'appliquer au détriment de l'accord de branche, même si c'est la branche qui négocie. Un autre exemple, vous avez la possibilité, tout à l'heure je l'ai dit, je le redis, mais de déroger aux règles d'accès au forfait jour, au contingent d'heures supplémentaires, ou même encore à la durée initiale de la période d'essai. Donc tout ça, vous pouvez y déroger parce que c'est dans le bloc 3 et vous pouvez le faire par accord d'entreprise. C'est donc un outil concurrentiel très puissant qui va vous permettre d'adapter les règles de travail à votre propre organisation de travail dans l'entreprise. En revanche, dans le bloc 3, lorsqu'il n'y a pas d'accord d'entreprise, c'est l'accord de branche qui s'applique, ou la convention collective. Donc, c'est pour ça que c'est très important de bien savoir comment construire un accord et savoir ce que vous allez mettre et le contenu soit le plus pertinent possible par rapport à votre organisation. Enfin, je précise également que l'accord d'entreprise peut naturellement comporter des stipulations plus favorables aux salariés, pas forcément dans un sens défavorable, dans un sens donc des dispositions plus favorables que les dispositions légales en vigueur. Et dernier point, il y a les dispositions d'ordre public, mais que vous connaissez, où l'accord d'entreprise ne peut en aucun cas déroger. Par exemple, une disposition d'ordre public, le 1er mai est indemnisé et chômé, ce n'est pas possible de prévoir autre chose par un accord d'entreprise. Voilà, passons à la slide suivante. Alors, quelques règles simples, mais essentielles. Pour être valablement conclu, l'accord d'entreprise doit être un acte écrit. Donc, si c'est oral, on n'en parle pas d'accord. On peut parler d'un usage s'il est répétitif, mais on ne parle pas d'accord. Et l'accord doit être rédigé en français et comporter la signature des parties, patronales et salariales. C'est peut-être bête à dire, mais le non-respect de ces règles rend inopposable aux salariés le dit accord. Donc, tout ceci, vous le retrouvez de nouveau dans le guide de la négociation collective. Ensuite, sur les modalités, on pourrait résumer en évoquant 4 possibilités de négocier un accord d'entreprise. On a le délégué syndical, qui, on l'a vu historiquement, avait le monopole, les représentants des syndicats, ce qu'on appelle le mandatement de salariés, la négociation au sein de votre CSE, et ensuite on a le référendum d'entreprise. Donc, comme je vous l'ai rappelé il y a quelques minutes, si des délégués syndicaux sont présents dans l'entreprise, ces derniers conservent le monopole de la négociation des accords d'entreprise.
on l'a vu que c'était dans le préambule, c'est donc un monopole constitutionnel. On ne peut pas passer outre les délégués syndicaux. L'entreprise est obligée de négocier avec eux. S'il n'y en a pas, la loi a prévu d'autres acteurs pour négocier un accord d'entreprise, les élus du CSE ou encore les salariés. Je précise un point technique, parce que je sens la question arriver. Un délégué syndical, c'est un représentant du personnel désigné par un syndicat représentatif dans l'entreprise. Un syndicat représentatif dans l'entreprise ou dans la branche. Donc, dans la branche, il y en a 5, CGC, CGT, FO, CFDT, CFTC. Je ne les ai pas dit dans l'ordre, mais de toute manière, il y en a 5 sauf l'UNSA. Dans une entreprise de moins de 50 salariés, l'un de ces syndicats représentatifs peut seulement désigner un délégué syndical parmi un membre de la délégation unique du personnel au CSE. Donc, dans une entreprise de moins de 50 salariés, pour avoir un délégué syndical, il faut avoir un CSE et que le membre titulaire à la délégation du personnel au CSE puisse être nommé délégué syndical. Et donc, cette désignation n'est possible que si le syndicat représentatif a créé ce qu'on appelle une section syndicale. Dans les entreprises de plus de 50 salariés, les conditions sont moins strictes. Le syndicat représentatif donc, que j'ai cité juste avant peut désigner un délégué syndical seulement à la condition unique que le syndicat représentatif ait créé une section syndicale. Le processus de négociation, peu importe la modalité que vous allez choisir et qui vous concerne directement, est décrit dans le guide. Cette modalité dépend naturellement de plusieurs critères. Ça va dépendre en premier lieu de votre effectif et en second lieu de la présence ou non de représentants du personnel. Donc, prenons peut-être le cas auquel, dans le cadre de notre service social au sein de la fédération, nous sommes le plus confrontés. Le premier cas, c'est le référendum d'entreprise. Le Code du travail prévoit la possibilité pour l'employeur de proposer directement aux salariés un projet d'accord portant sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation d'entreprise que nous avons vu précédemment, le bloc 3. C'est donc une modalité récente qui date des ordonnances Macron et qui était très demandée par les petites entreprises, justement pour avoir la capacité de négocier un accord. Cette possibilité de référendum est donc ouverte à 2 types d'entreprises. Donc, les entreprises de toute manière dépourvues de délégués syndical, parce qu'on a vu qu'ils avaient le monopole. Donc, une entreprise qui n'a pas de délégué syndical et dont l'effectif habituel est de moins de 11 salariés. Oui, de toute manière, il y a moins de 11 salariés, il n'y a pas de CSE, il n'y a pas d'autre possibilité que mettre en place un référendum. Et seconde entreprise qui peut en bénéficier, c'est les entreprises compris entre 11 et 20 salariés et qui n'a pas de CSE. Donc, moins de 11, de toute manière, on peut utiliser le référendum, et moins de 20, on peut utiliser le référendum que si on n'a pas de comité social et économique. Donc, si vous souhaitez mettre en place un référendum, il y aura bien entendu une procédure légale à respecter, qui est décrite dans le guide. Le principe, c'est très simple, c'est que le projet d'accord est soumis au vote des salariés, et ce vote va rendre valable ou pas l'accord d'entreprise. La consultation du personnel doit être organisée à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de la communication. Donc, vous communiquez à chacun des salariés le projet d'accord, vous attendez 15 jours et vous pouvez faire le vote, donc le référendum. C'est pour ça aussi qu'il est très important de garder les preuves des envois et de tout faire en recommandé. Je sais que c'est le juriste qui parle, mais matérialiser les documents que vous envoyez à vos salariés, gardez la preuve, comme ça, dès qu'il y a un délai qui court, vous avez la preuve qu'il a reçu à telle date le document. Oui. Dans ce guide, vous trouverez également des modèles de lettres, donc les modèles de convocation, les modèles de procès-verbal de désaccord, etc., et un rappel précis de chacune de ces étapes. J'ai souvent cette question, mais comment mettre en place en pratique le référendum d'entreprise? Il faut savoir que c'est à l'employeur
de tout définir, de tout organiser, de A à Z, toute la consultation. À savoir que c'est à l'employeur de définir les modalités de transmission aux salariés du projet d'accord. C'est à l'employeur de définir le lieu, la date et le déroulement de la consultation, et même son organisation. Toutes ces modalités sont également communiquées aux salariés dans les 15 jours avant le référendum. Également, c'est à l'employeur de fixer toutes les conditions, enfin de respecter toutes les conditions, plus exactement, dans lesquelles vous allez recueillir l'approbation des salariés au projet d'accord. C'est-à-dire que la consultation doit avoir lieu pendant le temps de travail, c'est obligatoire. L'organisation matérielle vous incombe, donc c'est à vous d'organiser matériellement le référendum. La consultation se déroule naturellement en votre absence pour éviter toute influence. Le référendum doit également respecter les principes du droit électoral, c'est-à-dire que lorsque le salarié vote, cela doit avoir un caractère personnel et secret. Donc, c'est pour ça qu'il faut garantir le secret de la consultation. En ce sens, il y a des urnes qui sont à disposition dans quelques-unes des mairies de France et que vous pouvez emprunter, que ce soit à la fois pour négocier votre accord d'entreprise, mais également dans la mise en place de votre comité social et économique. Donc, il y a des urnes que vous pouvez emprunter à vos mairies. Et ensuite, le résultat de la consultation va être récolté par un bureau de vote. Ce n'est pas récolté directement par l'employeur, c'est récolté par un bureau de vote qui, lui, va porter ensuite à la connaissance de l'employeur le résultat du vote. Une fois qu'il y a le résultat du vote, ce vote fera l'objet d'un procès-verbal, donc un procès-verbal d'accord ou de désaccord le cas échéant. Donc ça, c'est pour les entreprises de moins de 11 salariés ou de moins de 20 salariés sans CSE. Bien entendu, c'est beaucoup plus précis dans le guide. Vous avez notamment la nécessité d'atteindre la majorité aux 2/3. Pour les autres entreprises, je vais peut-être aller un peu plus rapidement parce que l'heure tourne, mais donc dans les effectifs, dans les entreprises où l'effectif est habituellement entre 11, plus de 11 avec CSE et moins 50 salariés, il y a 2 modalités alternatives de négociation qui sont prévues au choix. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Les accords d'entreprise, donc vous pouvez les négocier dans ces entreprises, soit avec des salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche. Je les ai citées tout à l'heure. Vous ne pouvez pas mandater un salarié qui va être assimilé à la personne du dirigeant. Donc, vous ne pouvez pas mandater l'un de vos directeurs, mais également, vous ne pouvez pas mandater votre conjoint qui travaille dans l'entreprise ou votre partenaire de PAX ou même un ascendant ou un descendant. Ce n'est pas possible. Second choix, c'est que vous avez la possibilité de négocier avec des élus personnels, des élus du personnel titulaire dans la délégation du personnel du CSE, qu'ils soient mandatés ou non. Donc, vous avez le choix. Dans les entreprises de plus de 50 salariés, sans surprise, la procédure se complique un peu, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quoi qu'il arrive, vous avez un ordre de priorité à respecter lorsque vous choisissez votre négociation. En premier lieu, vous négociez avec des représentants élus, mandatés par une organisation syndicale. En tout premier lieu, délégué syndical, si on a un, par de priorité, avec des représentants élus mandatés par une organisation syndicale. À défaut, avec des représentants élus non mandatés. Et en troisième lieu, avec des salariés non représentants du personnel, mais que vous allez pouvoir mandater. Donc, c'est un ordre de priorité que vous allez retrouver dans le guide. Chaque modalité que je viens de citer a bien entendu un process de négociation propre, avec notamment la nécessité, dans certains cas, de confirmer l'accord par un référendum d'entreprise. Et enfin, on vient de voir brièvement les quelques modalités. Une fois qu'on est arrivé à ce point que la tempête de la négociation est passée et que maintenant, vous allez pouvoir savourer le fruit de la négociation, votre accord, ce n'est pas terminé, il y a tout de même des formalités obligatoires, des formalités qu'on va appeler de dépôt et de publicité. Donc, l'accord d'entreprise doit faire l'objet d'un dépôt,
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, que vous retrouverez dans le guide, et d'autre part, auprès du greffe du Conseil de prud'homme de votre lieu d'activité. Les accords, lorsqu'ils sont déposés, doivent être anonymes. C'est à vous de le faire. Ce n'est pas au salarié qui a récolté le fruit du vote ou autre. C'est à l'employeur d'anonymiser les accords d'entreprise, c'est-à-dire dépourvus de tout nom, de tout prénom, de toute paraphe, de toute signature de personne physique. Donc, vous devez rendre blanc juste le texte de l'accord. L'accord d'entreprise lorsque vous le déposez. Ensuite, au niveau de la publicité, l'accord d'entreprise doit être porté à la connaissance de tous les salariés de l'entreprise et bien entendu des représentants du personnel de l'entreprise. Enfin, et c'est une question qui revient souvent également, mais bien entendu, l'accord, dans l'accord, il y a des clauses obligatoires que vous allez devoir mettre et qui vont être affichées à l'écran. C'est la slide d'après. Voilà. Vous avez l'obligation de mettre certaines clauses dans un accord. Donc, ce n'est pas un contenu tout à fait libre. Vous avez notamment l'obligation de mettre en place un préambule, donc expliquer dans quel cadre se passe la négociation, de déterminer le champ d'application de l'accord, le contenu de l'accord, bon, ça va de soi, c'est pour ça que vous négociez. La durée de l'accord, donc s'il n'y a aucune précision sur la durée, c'est un accord à durée déterminée. C'est pour ça qu'il est important de le préciser si vous voulez le rendre à durée indéterminée. Les conditions de suivi, les conditions de révision de l'accord, et enfin les conditions de dépôt et de publicité. Voilà, ce sont des clauses obligatoires que vous retrouverez également dans le guide. Voilà, il nous reste, on va passer peut-être à la seconde partie. Je remercie en tout cas de votre écoute. J'ai tenté de résumer au maximum ce guide qui est assez dense. Nous allons donc passer avec Maître Hayat. On va tenter en tout cas à répondre à quelques questions. N'hésitez pas à revenir vers le service social de la Fédération, que ce soit pour recevoir ce guide, que vous trouvez aussi sur le site internet, mais également pour vous aider pas à pas dans la négociation de votre accord d'entreprise. N'hésitez pas à prendre la parole. Alors, on a une première question. À partir de quelle date année l'accord d'entreprise peut prévoir sur l'accord de branche? C'est, comme je vous l'ai dit, depuis les ordonnances Macron, l'accord d'entreprise, même qu'il soit antérieur, prime sur une disposition conventionnelle. Mickaël, est-ce que tu nous entends? Non, oui, je vous entends très bien. Bonjour à tous déjà et bonjour à toutes. Alors je suis désolé, je n'ai pas Internet pour des raisons techniques inexplicables, donc je suis au téléphone et je ne vois pas les images. Ce qui fait que je vois pas les questions non plus. Voilà, pour la question qui vient d'être posée, oui, je confirme ce que tu as dit, Vincent, c'est-à-dire que aujourd'hui, tout accord qui est signé dans les conditions qui sont exprimées et qui relèverait du bloc 3, souvenez-vous qu'il y a trois blocs, Vincent vous l'exprimait en début d'intervention. Le bloc 3, enfin le bloc 1 est un ensemble de thèmes. Bloc 2, on l'oublie un peu, parce que ça nous concerne assez peu. Enfin, il y a quelques éléments. Donc, bref, quand vous n'êtes pas dans ces blocs-là, vous êtes dans le bloc 3. Et dans le bloc 3, vous êtes libre et votre accord primera quoi qu'il en soit, quelle que soit sa date de signature, si elle est signée depuis 2017. Voilà, si l'accord est signé depuis 2017. Sinon, pour le reste, c'est bien ça, évidemment. Merci, Maître. On a une seconde question. Est-ce que vous souhaitez intervenir, Victor? Peut-être pour préciser votre projet, par exemple. Oui, bonjour. Je reprends, je remets le micro. Bonjour, merci pour cette réunion qui est très intéressante. Je pense que ça concerne pas mal de personnes et d'entreprises. Nous, effectivement, on réalise qu'on a des accords de branche. Je vais prendre des accords d'entreprise qui sont peut-être manquants. Je vais prendre l'exemple de l'accord sur le télétravail où jusqu'à présent, nous n'avions pas d'accord d'entreprise sur le sujet. Avec le confinement et le Covid, nécessairement, on a mis
on a essayé de bricoler un contrat de gré à gré avec chacun des collaborateurs pour définir les règles. En vous entendant tout à l'heure, il me semblait qu'il n'y avait pas encore d'accord de branche sur la question du télétravail, que moi, mon accord du coup de gré à gré entre chaque collaborateur deviendrait caduc le jour où il y aurait un accord de branche. Est-ce que donc là, moi, je note en tout cas dans ma to-do list et éventuellement de faire un accord d'entreprise sur le télétravail. Comme ça, au moins, je cadre les choses et il y aura une priorité si un accord de branche moins favorable venait être voté dans les mois ou années à venir. Donc, je pense que j'ai un intérêt à faire cet accord sur le télétravail. Est-ce que vous pensez au nom des sociétés membres du CINOV, à d'autres accords de branche qui vous semblent pertinents, non pas forcément de faire, mais d'étudier, de dire « Ah, ce sujet-là pourrait être intéressant à planifier dans un accord d'entreprise ». Alors, je vais répondre à la toute première question et je laisserai Mickaël mettre à compléter. Alors, oui, je confirme, il n'y a pas d'accord de branche à ce jour sur le télétravail. On ne sait pas ce que sera fait demain, mais de toute manière, si vous avez un accord d'entreprise sur le télétravail dans votre entreprise, il va primer sur ce qui existera demain ou ce qui existait avant sur le télétravail au niveau de la branche. Donc là-dessus, il n'y a pas de problématique. Si vous souhaitez encadrer le télétravail, et j'entends de manière collective, parce que là, j'ai entendu que c'était des avenants entre vos salariés et vous. Donc, si vous oui, tout à fait. Voilà. Donc, ça ne primera pas sur un accord collectif. C'est pour ça, effectivement, on me dit, voilà, par rapport à ce que vous avez dit, je rebondis en disant, il peut effectivement y avoir un intérêt à en faire un accord d'entreprise, puisque j'ai bien compris que mon accord de gré à gré n'aurait aucune priorité sur un accord de branche. Tout à fait. Par contre, votre accord d'entreprise l'aura. Donc, effectivement, il y a déjà un intérêt de le négocier. C'est vous construirez le télétravail de manière spécifique à votre entreprise. Second point, sur les thèmes où il est opportun de négocier, le thème qui revient le plus souvent, ce n'est pas le télétravail, mais c'est la durée du travail. La durée du travail, qui aujourd'hui est réglementée par un accord de branche qui date de 1999 et qui fixe des conditions d'entrée, par exemple, au dispositif au forfait jour, qui sont très élevées, en tout cas pour les TPE-PME. Donc, aujourd'hui, pour bénéficier du forfait jour par l'accord de branche, il faut bien sûr répondre aux critères d'autonomie, etc., mais être classifié en position 3, c'est-à-dire avoir les salaires les plus élevés de la branche, en tout cas au niveau des minima hiérarchiques. Ces salaires sont assez élevés et de toute manière, du coup, les TPME, PME et même certaines grandes entreprises, de toute manière, souhaitent faire bénéficier des modalités de forfait jour, parce qu'il y a des avantages à faire bénéficier à un collaborateur le forfait jour, mais à une rémunération moindre. Ça, vous pouvez le faire, mais uniquement par un accord d'entreprise. Donc, vous pouvez rendre éligible des salariés qui ne le seraient pas par l'accord de branche. Donc, en opportunité, bien entendu, un accord sur la durée du travail. Je dirais même avant le télétravail. Qu'est-ce que c'était ? Mickaël, est-ce que tu souhaites compléter ? C'était quand ? Alors oui, alors je l'ai pas vu. Allô ? Maître Hayat ? Je suis désolé, je crois qu'on n'entend pas Maître Hayat. Donc Victor, on a répondu à vos questions. Oui, parfaitement, effectivement. J'avais également en tête l'accord sur la durée du travail, là que nous avons déjà, et ma première question faisait plutôt référence à celui-ci en me disant est-ce qu'il y a une date à laquelle il prévaut? Donc là, j'entends que moi, mon accord de travail de mémoire, il a été fait en 2014 ou 2015, même si c'est en 2017 que l'ordonnance Macron donnait une priorité sur les accords d'entreprise. Mon ancien accord, j'allais dire d'entreprise, peut prévaloir et prévaut sur l'accord de branche, même s'il a été signé à une date antérieure à 2017. Tout à fait.
Et est-ce que vous pensez à d'autres accords d'entreprise, pas forcément dans un ordre de priorité? Là, il y a l'accord sur les RTT également, qui est également intéressant, je pense, à avoir. Est-ce qu'il y a d'autres accords d'entreprise qui vous semblent, enfin, quand j'ai à avoir, à négocier, ou en tout cas à se poser la question, est-ce que dans le cadre de la convention collective Syntex-Innov, vous avez d'autres, j'allais dire, idées de réflexion en disant attention à tel point ou à tel point? Justement, les RTT, j'en ai pas parlé, mais la possibilité de faire bénéficier à des salariés au forfait heure, par exemple, la possibilité de récupérer les heures supplémentaires en repos, c'est une possibilité qui n'est pas offerte à ce jour par l'accord de branche et que vous pouvez mettre dans l'accord d'entreprise. À ce jour, si vous n'avez pas d'accord d'entreprise, un salarié qui n'est pas au forfait jour n'a pas droit à des RTT. Il ne peut pas récupérer en repos les heures supplémentaires qu'il effectuerait. Et elles sont automatiquement payées. Après ça dépend des besoins de vos entreprises, mais vous pouvez négocier un accord d'intéressement, vous pouvez négocier un compte d'épargne-temps, peut-être pour le partage de la valeur dans l'entreprise. Vous pouvez négocier un accord sur l'activité partielle, un accord sur l'activité partielle de longue durée. Je dirais que ce sont les quelques guides que je croise par-ci par-là, les quelques accords que je croise par-ci par-là. En plus, enfin la grande majorité, ça reste le temps de travail, bien entendu. Juste un instant, je tente de réactiver le micro de Maître Hayat. Alors, on a une seconde question en attendant. Concernant le forfait jour, un seul minimum de rémunération existe-t-il? Oui, il existe indirectement en fait. Pour accéder au forfait jour dans l'accord de 99, il faut que le salarié soit à une classification minimum. Cette classification, c'est la classification 3 des cadres. Donc, pour pouvoir bénéficier de la classification 3 des cadres, il faut avoir au minimum le salaire minima hiérarchique mis en équivalent de la classification. Seconde condition, je suis désolé, il y a Michael Hayat qui nous rejoint de nouveau. Donc, la classification 3. Ensuite, il faut avoir 120% du minimum conventionnel de sa catégorie. Donc, on est déjà sur le plus haut salaire et c'est 120% du minimum hiérarchique qu'il faut avoir en termes de rémunération pour accéder au forfait jour. Et ensuite, il y a bien entendu la condition d'autonomie. Monsieur Belli, est-ce que cela répond à votre question? Une grille de classification avec les minima que vous retrouvez sur le site internet de la Fédération Sinov pour voir exactement les chiffres exacts. Mais on est, quoi qu'il arrive, on est à plus de 5 000 bruts. Oui, alors du coup, effectivement, ça ne répond pas tout à fait à ma question, puisque je pensais que l'accord permettait de déroger, puisqu'on est sur des niveaux de rémunération qui ne sont même pas atteints chez nous par les cadres. Donc, je pensais que l'accord collectif permettait justement de déroger à ce seuil qu'on trouve très élevé, nous, pour notre activité. Alors, quand vous dites l'accord collectif, est-ce que vous parlez de l'accord d'entreprise? Oui, l'accord d'entreprise. C'est tout à fait vrai. Alors, je me suis peut-être mal exprimé, mais l'accord d'entreprise peut déroger à ces seuils de rémunération. Je suis revenu. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, maître. Monsieur Belli, vous pouvez fixer des rémunérations qui sont inférieures à celles que je viens de vous dire. Vous pouvez fixer des classifications inférieures à celles que je viens de vous dire. Vous pouvez rendre éligibles les états en classification 3, vous pouvez rendre éligibles les cadres en classification 2, et vous pouvez ne même pas fixer de conditions de rémunération. Ça dépend. C'est un point de divergence, hein, Vincent. Je fais bien de réintervenir maintenant précisément. Je sais que ça se fait dans la branche, hein. Donc il y a beaucoup d'accords qui passent en CPPNI qui dérogent aux conditions minimum de la convention collective. Toutefois, il faut quand même, en mon sens, et là c'est en ma qualité d'avocat, mettre un petit bémol. On n'a pas aujourd'hui de feu vert. On a le silence de la Cour de cassation, mais on n'a pas un feu vert sur le fait de fixer des rémunérations
inférieurs aux rémunérations qui sont indiquées dans la branche. Or, le bloc 1, en dessous duquel on ne peut pas aller, fixe les minima de rémunération. Donc la question est de savoir si les seuils qui sont indiqués dans la branche pour entrer en forfait jour seront qualifiés de seuils liés à la notion de forfait jour ou de minimum de rémunération fixé par les partenaires sociaux, auquel cas, si c'est un minimum de rémunération, on ne pourrait pas aller en dessous. Je sais que beaucoup d'accords dérogent. Et comme on n'a pas encore une décision de la Cour de cassation parce qu'il n'y a pas eu de saisine, on est obligé quand même de signaler qu'il y a, enfin en tous les cas moi je me sens obligé de signaler qu'il y a une forme de doute. Il y a quand même écrit dans la convention collective, ces personnels, ou je ne sais pas trop quel est le terme utilisé, touchent au minimum les rémunérations. On sait que la Cour de cassation aime beaucoup prendre la convention collective des bureaux d'études à la lettre. On s'en souvient en 2011 avec les forfaits jours, on s'en souvient aussi avec la modalité 2 récemment en 2014. Si la Cour de cassation prend le texte à la lettre, c'est marqué au minimum. Donc au minimum, c'est un minimum, et le minimum, on ne peut pas y déroger. Donc attention, je sais que les partenaires sociaux de la branche ne disent rien quand ça passe devant eux. Je sais que c'est admis aujourd'hui, mais la Cour de cassation ne s'est pas encore exprimée. Je suis obligé de le dire, je suis obligé de mettre un bémol là-dessus. Je comprends, Michael, mais c'est vrai que, comme tu l'as dit également, on a 9 accords sur 10 qui dérogent aux modalités d'accès au forfait jour. Et donc, on a des entreprises, et souvent de grande taille, qui font bénéficier le forfait jour à leurs salariés, alors que les TPE-PME ne le font pas, parce que justement, avant, il y avait soit pas la possibilité de négocier, ou pas la connaissance, ou pas les barrières, de toute manière, étaient trop élevées. Donc, oui. Je suis obligé de faire une réserve, mais je sais bien que ça se fait aujourd'hui. Et simplement, comme tu le disais, Vincent, à juste titre tout à l'heure, il y a la négociation sur la durée du travail présente beaucoup d'options, beaucoup. On peut faire beaucoup de choses. Peut-être est-il possible d'imaginer des dispositifs qui ne rentreraient pas dans ce cadre-là et qui permettraient de ne pas prendre un risque. Sinon, il faut être conscient que c'est un risque, c'est tout. Mais prendre des risques n'est pas interdit. Il n'y a pas de difficulté, il faut juste le savoir. Enfin, c'est mon analyse. Après, je sais que comme on n'a pas de jurisprudence, si tout le monde était d'accord en droit, il n'y aurait pas de procès, hein, c'est sûr. Et voilà. Mais bon, bah oui, c'est pour ça qu'il y a un juge. Hein, il dit qu'il a raison. Bon, ceci dit, voilà, je voulais juste exprimer un bémol. Pour le reste, j'ai rien à dire. Monsieur Belli, est-ce que cela répond à votre question? Très bien, je vous remercie, oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez mettre en place? Est-ce que nous avions fait on va dire une première tentative il y a 2 ans, qui a échoué pour différentes raisons. Mais un des points quand même, nous sommes une TPE, on va dire 13 salariés, mais dans le secteur de l'environnement. Mais il est clair qu'aujourd'hui, cette notion de seuil de rémunération tel qu'il est dans la convention collective, déjà, pour nous, est clairement inaccessible. Et donc, l'accord collectif, enfin l'accord d'entreprise a d'autres vertus pour nous, mais c'est quand même un des points clés sur lequel on n'irait pas si on devait à tout prix respecter ce seuil de rémunération, parce que voilà, c'est pas envisageable chez nous. Je le comprends totalement, et c'est effectivement le grand partage que je peux faire dans les échanges avec les autres adhérents. Vous trouvez Merci beaucoup en tout cas. Il n'y a pas comme M. Belli. N'hésitez pas en tout cas à revenir vers nous pour la construction de votre accord. Le guide il sera disponible sur le site internet de la fédération et vous pouvez le demander sur social@sinov.fr. Là, malheureusement, j'ai testé, il est un peu lourd comme document et un peu trop lourd en tout cas pour le mettre sur le chat en bas de l'application. Je me permets de reprendre la parole pour une question. Ça sera plus simple que de l'écrire. Je vois qu'il n'y en a plus après. J'ai une double question. La première, c'est au tout début de votre slide, vous avez dit qu'il y avait, alors je l'ai plus sous les yeux, mais qu'il y avait une sorte d'organisme qui listait, qui synthétisait, qui indexait l'ensemble des accords d'entreprise. Je me suis trompé en vous écoutant ou pas du tout? Alors non, ce que j'ai évoqué, c'est le bilan de la CPPNI. Donc la CPPNI, oui, c'est Commission paritaire nationale de négociation et d'interprétation. Donc c'est l'organe central de la branche où on négocie des accords de branche. Donc où Sinov participe par intermédiaire de la présidente qui est présente là au titre de la conférence, c'est Muriel Serret.
on négocie avec les organisations syndicales. Donc, cette CPPNI, chaque année, dresse un bilan des accords d'entreprise qui sont conclus par les entreprises de la branche. Donc, on voit quel type d'entreprise est amené à négocier, celles qui ne le sont pas, et on voit les thèmes qui remontent le plus. Donc, ce rapport CPPNI, vous le trouvez sur le site de la DSAT, parce que c'est la DSAT qui mène cette étude. D'accord. Autre question un peu en lien, est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir des exemples d'accords d'entreprise pour voir de quelle manière en fait c'est orchestré, c'est rédigé, pour être sûr que ceux qui ont déjà été faits précédemment, moi dans mon entreprise, je parle d'un point de vue personnel, soient, j'allais dire, plus ou moins recevables. Oui, alors justement, le service social de la Fédération a créé plusieurs modèles. Il y a un modèle justement sur la durée du travail, avec un focus sur le forfait heure, avec un focus sur le forfait jour. Il y a un modèle de travail sur le travail de nuit, sur le travail dominical et sur le télétravail. D'accord, donc tout ça, je peux le retrouver sur Sinov, sur les documents Sinov, les ressources. Oui, voilà. Ok. Vous nous le demandez par mail. Oui. Et ensuite, j'ai une troisième question qui est plus de l'ordre philosophique, j'allais dire, mais on voit qu'il y a des accords d'entreprise qui sont des accords collectifs, pardon, qui sont manquants, voire erronés. Quand je prends par exemple le cas, moi, j'ai pas de forfait jour, mais je vois ce qui se passe là sur les forfaits jours. Le plafond annuel de la sécurité sociale a augmenté de manière exponentielle par rapport au reste, j'allais dire, et c'est ça qui met, à mon avis, une bonne partie des entreprises qui ont opté pour le forfait jour dans la panade. Désolé de l'expression. Pourquoi un nouvel accord d'entreprise, un nouvel accord de branche, pardon, n'est pas négocié est-ce qu'il pourrait être renégocié cet accord de branche? Michael, Grande question, Vincent. Oui. Moi, je peux parler de mon époque, parce que j'ai participé longtemps aux négociations. La question que vous soulevez est évidemment une question que tous les représentants patronaux soulèvent, puisque justement le risque que moi je mettais en avant, il serait réglé si on pouvait renégocier. Le problème, c'est qu'une négociation, ça se fait à deux. Donc déjà, il faut que les partenaires en face souhaitent renégocier, sauf à dénoncer un accord, mais là, ce serait une bombe atomique aux conséquences qu'on n'arrive pas à identifier dans les entreprises. Évidemment, si on dénonce l'accord, il n'y a plus rien. Mais le fait qu'il n'y ait plus rien serait peut-être pire que ce qui est actuellement en place. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que donc pour négocier, il faut être deux, et pour donner aux salariés envie de négocier sur le sujet, il faut des contreparties. Or, à mon époque, en tous les cas, Vincent, maintenant je ne sais pas, mais les contreparties, les employeurs n'étaient pas complètement tous d'accord pour les céder, pour les accorder, et négocier à ISO situation, c'est ce qui s'est fait en 2014, et on est arrivé à ISO accord. Mais si vous voulez une négociation avec autre chose, en 99, il y avait eu des contreparties. On oublie beaucoup que, en fait, tout ceci est l'objet d'une négo avec des contreparties. Donc, parmi les contreparties identifiées à l'époque, quand moi j'y étais, il y avait travaillé sur la prime de vacances, préciser la prime de vacances de manière à s'assurer que tout le monde la paye et de la même façon. Ça n'a pas été possible. Il y avait des réflexions aussi menées sur un certain nombre de points, toujours liés aux conditions de travail, mais tout le monde s'est pas mis d'accord. Je ne vais pas vous faire l'historique, ça ne sert à rien. Le point est là, en fait. Il faut une contrepartie. Voilà. Et Ouais. les syndicats de salariés, à l'époque, en tous les cas, étaient assez gourmands aux yeux des employeurs. Aujourd'hui, je ne sais pas, Vincent. Je suis totalement d'accord, et je précise un point, Victor, ce que vous évoquez, c'est la modalité 2, hein, pas le forfait jour. Donc, pour bénéficier de la modalité 2, donc le forfait heure à 38h30, il faut que le salarié gagne au moins une fois le PASS, le plafond annuel de la sécurité sociale, qui en 2021 est égal à 42 000 € et quelques. Oui. En 99, quand il a été négocié cet accord, le plafond annuel de sécurité sociale, là je le dis parce que je viens de contrôler, il était de 15 000 francs. Ouais, mais c'est ce que j'avais vu, hein. C'est ce que j'avais vu, ouais, tout à fait. Donc, à l'époque, les partenaires sociaux ont certainement trouvé ça logique, mais le PASS a explosé, alors que les rémunérations n'ont pas du tout explosé. Alors, je confirme, on avait fait des statistiques et des graphiques qui sont des graphiques, ouais. On peut peut-être retrouver aujourd'hui, je ne sais pas, mais enfin, c'est hallucinant visuellement à voir. Vous avez la courbe des rémunérations moyennes dans la branche qui s'élève doucement, et le PASS, il est carrément monté, c'est l'Everest. Hein. Donc, le différentiel entre l'un et l'autre couvre quasiment toute la page quand vous faites un graphique. Donc oui, c'était pas prévu ça en 99-2000. Pas du tout, puisque à l'époque, la grande défense de la CGT était de dire qu'un cadre, ça touche au moins le plafond annuel de la sécurité sociale,
puisque c'est le plafond de cotisation pour les retraites des cadres. Et l'idée n'était pas complètement absurde en 99, elle l'est devenue très vite. C'est encore, ou du moins c'était encore une réclamation de la CGT il y a quelques années, donc de tout le monde au pass quand on est cadre. Même la CGC a abandonné, à ma connaissance. Ça n'a aucun sens aujourd'hui. Mais bon, le texte a été signé il y a 20 ans. Merci pour cette précision historique, mais effectivement, c'est assez hallucinant. J'avais regardé l'augmentation du pass aussi, ouais, ça fait peur. Enfin, on voit vraiment qu'il y a un décalage. J'avais une autre idée là en pensant, moi, qui me concerne directement. J'ai quelques cas d'arrêt maladie dans mon entreprise. C'est pas énorme, on essaie de le mesurer, de prendre toutes les mesures sociales possibles. Néanmoins, on a toujours 1 ou 2 collaborateurs en irréductible gaulois qui usent et abusent de la subrogation, du principe de la subrogation, c'est-à-dire où j'ai vraiment un nombre d'arrêts maladie hallucinant sur l'année et des petits arrêts maladie qui peuvent se suivre mais qui ne sont jamais cochés par le médecin ou par le salarié comme étant consécutifs du même arrêt maladie. Donc je repars systématiquement sur 3 jours de délai de carence et voilà. De mémoire, alors c'est plus ma partie officiellement, mais de mémoire, je crois que la subrogation est obligatoire pendant 90 jours, pendant au moins 3 mois pour les cadres, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce qu'un accord d'entreprise pourrait revoir ce principe de subrogation? Et est-ce que cette subrogation est intégrée à un accord de branche Sinov-Syntec? Vincent, tu souhaites répondre ou tu veux que je réponde? Tu peux répondre. En fait, il y a plusieurs points dans votre phrase. Tout d'abord, ce que vous décrivez n'est pas la subrogation. La subrogation, c'est le mécanisme qui fait que vous réglez, vous, le salaire du collaborateur intégralement ou jusqu'à un plafond X, et ensuite vous touchez les indemnités de sécurité sociale. Ce dont vous parlez, vous, c'est un autre dispositif qui est plus gênant pour vous, c'est effectivement l'absence du délai de carence. Et la question est de savoir, est-ce qu'on peut revenir dessus? Non, il y a un minimum légal. Et ce minimum légal, il est dans le code, et donc là, on ne peut pas aller en dessous, c'est la loi, et on ne pourrait pas aller en dessous. En revanche, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a 2 éléments importants dans la convention collective. Le premier, c'est que vous êtes tenu à un maintien donc de 3 mois, mais qui ne sont pas consécutifs sur 12 mois glissants. Donc, si vos collaborateurs vous font beaucoup d'arrêts, ils vont peut-être finir par atteindre le degré des 3 mois au-delà desquels vous n'avez plus à les prendre en charge, ni par l'application du code, ni par l'application de la loi. Oui. Le deuxième point, c'est que si vous avez des personnels qui sont malades plus de 3 mois, mais que ces 3 mois ne sont pas consécutifs, ils n'ont pas accès à la prévoyance. Donc, c'est important, c'est 90 jours consécutifs, la prévoyance. Donc, même quand on est malade, oui, tout à fait. 3 mois et demi. C'est la problématique que je rencontre, effectivement, c'est que la prévoyance ne prend pas en charge. Donc, j'ai 2 options. Enfin, là, j'étais en train de regarder avec mes partenaires sociaux pour essayer de renégocier le contrat de prévoyance à notre avantage, à leur avantage, quitte à augmenter les cotisations pour tout le monde. Et là, l'échange qu'on a aujourd'hui me dit, est-ce qu'au final, un accord d'entreprise pourrait revoir à la baisse cette règle du maintien de salaire, pour ne pas parler de subrogation, mais cette règle du maintien de salaire pendant 90 jours? Oui, jusqu'au plancher légal, oui, vous pourriez. Le plancher légal, je ne sais plus s'il est d'ordre public ou pas, mais je pense que oui. Donc, je ne pense pas que vous pourrez descendre sous le plancher légal. Vous pouvez baisser ce que la convention collective prévoit jusqu'au plancher légal. Oui, ça, c'est tout à fait envisageable. Ensuite, il y a un troisième point, mais je vais passer vite. Si vous avez vraiment des doutes, vous pouvez tout à fait organiser des contre-visites. Envoyer des médecins vérifier si les personnes sont malades. Alors, si les personnes ne le sont pas, si le médecin contre-visiteur considère que la personne n'est pas malade, le salarié en question perd son droit à IJSS et vous perdez votre obligation de compléter, parce qu'il n'y a plus rien à compléter. Donc, l'arme de la contre-visite, qui n'est pas toujours identifiée par les employeurs, elle est quand même intéressante. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il faut y penser. Alors, c'est des choses auxquelles on avait pensé. Je sais que c'est pas le sujet aujourd'hui. Je fais vraiment une toute petite aparté parce que je pense que c'est intéressant. Là, est-ce que vous avez des statistiques sur le retour? Moi, je voyais un inconvénient social avec le collaborateur. Nous, on essaie de l'appeler, être un peu, j'allais dire, hypocrite, de dire est-ce que ça va, reviens-nous vite, enfin, de prendre des nouvelles. Si on lui envoie un inspecteur, je pense que clairement, on lui montre que on n'est plus trop d'accord, enfin, que d'avoir des arrêts maladie toutes les semaines d'un médecin différent, ça nous semble un petit peu étrange. Est-ce que sur les contre-visites, il y a des sortes de statistiques qui existent, de dire, OK, généralement, une contre-visite donne bien lieu à une contestation de l'arrêt initial? À ma connaissance,
À ma connaissance, non, il n'y a pas ce genre de statistiques. Ce que je On avait crains, deux- c'est que ce soit médecin contre médecin et qu'au final, voilà, j'ai un peu peur qu'au final, ça ne délère, enfin, que ça ne crée juste un climat social encore plus dégradé pour un résultat financier très limité pour l'entreprise. Ça fait partie des ustensiles que vous avez. J'ai pas mal de clients qui n'hésitent pas au bout d'un moment parce qu'il faut quand même aussi rappeler que vous avez le pouvoir de direction, c'est quand même votre argent et le climat social, c'est une chose, mais si vous pensez que les gens vous escroquent, il faut quand même pouvoir réagir. Donc, j'ai des clients qui réagissent avec la contre-visite. On peut réfléchir ensuite à des dispositifs, consulter, je ne sais pas si vous avez ou pas un CSE, mais dire qu'au bout d'un certain temps, il y aura une contre-visite qui est automatique, enfin, ce genre de choses. Mais quoi qu'il arrive, ça se fait. Voilà, ça fait partie de l'arsenal et il ne faut pas l'oublier. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas, il nous reste quelques minutes, sinon je vais clôturer. Je me permets de reposer une question alors. Oui, monsieur Lévy. Dans le cadre d'un accord d'entreprise pour une entreprise on va dire, de moins de 20 salariés, dans le cadre d'un référendum, est-ce que tous les salariés, quels sont les salariés qui votent? Est-ce que ce sont uniquement les salariés en CDI, on va dire, ou est-ce que les CDD, les apprentis sont également soumis, peuvent accéder au vote? Alors, effectivement, il y a des conditions pour accéder au vote, mais les apprentis, les conditions sont marquées dans le guide. Je ne les ai peut-être pas toutes en tête, mais les apprentis, en tout cas, sont exclus du vote. Par contre, tous les CDD de plus de 3 mois sont automatiquement dans le vote. Ensuite, il faut bien entendu avoir la majorité. Mickaël, est-ce que tu vois d'autres? Non, je vois pas d'autres points. Non, effectivement, les apprentis, je me souviens pas, mais oui, si tu le dis, de toute façon, ça se retrouve très facilement. Comme pour le reste, non, tous les salariés, puisque l'accord va s'appliquer à tous les salariés, donc tous les salariés s'expriment. Alors vous allez me dire quelqu'un qui est là pour 3 jours, qui est là pour une semaine, s'il est là pour une semaine, vous ferez le référendum après sa présence. Hein. Parce que mais il n'est pas prévu de discriminer selon les salariés leur droit au vote ou pas. Non, là, tout le monde vote, puisque vous pouvez ensuite appliquer les résultats du référendum à tous les salariés. Pour les apprentis, oui, probablement pas, il faut que je regarde, là, j'ai pas l'info en tête. Mais c'est facile à trouver, ça, c'est pas très compliqué. Très bien, je vous remercie. Donc, je vais clôturer. Je vous remercie en tout cas de votre écoute. Je remercie Maître Ayad de sa présence. Comme je vous l'ai dit, ce webinaire est le premier d'une longue série qui va être consacrée justement à la durée du travail. On va voir prochainement les notions essentielles sur le temps de travail, sur les heures supplémentaires, sur le forfait jour, sur le forfait heure. C'est les problématiques que vous rencontrez le plus, en tout cas qui nous sont remontées le plus et qui génèrent le plus de risques juridiques, en tout cas financiers. Donc, n'hésitez pas à nous consulter, à revenir vers nous et à consulter les autres webinaires. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et un très bon week-end. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci et bravo. Merci.